60 millions de transformateurs, 400 000 km de lignes à haute tension, 12 000 satellites au-dessus de nos têtes, 300 câbles sous-marins qui acheminent 99% du trafic Internet mondial. C'est le système nerveux de la civilisation. Il fonctionne en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. La lumière dans votre chambre, la sonnerie de votre téléphone, l'argent sur votre compte bancaire. Tout cela, c'est l'électricité transformée en habitude. Et tout cela peut être brûlé en quelques heures, en une seule éruption de la surface de l'étoile la plus proche. Nous ne parlons pas d'un avenir lointain, nous ne parlons pas de théorie, nous parlons d'un événement qui s'est déjà produit, et qui, selon les calculs, se reproduira. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, la question est quand. 150 millions de kilomètres. Telle est la distance entre la Terre et le Soleil. La lumière la parcourt en 8 minutes. Pour la perception humaine, c'est un gouffre, un vide, une distance sûre. Mais l'espace ne connaît pas le mot « sécurité ». Le Soleil n'est pas le cercle jaune que l'on dessine dans les livres d'enfants. C'est un réacteur thermonucléaire d'un diamètre d'1 400 000 km. Chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en hélium dans son noyau. La température atteint 15 millions de degrés. La pression est de 250 milliards d'atmosphères. C'est un endroit où la matière existe dans un état sans équivalent sur Terre. Et cette machine est instable. La surface du Soleil n'est pas une sphère lisse. C'est un océan bouillonnant de plasma, traversé par des champs magnétiques d'une puissance monstrueuse. Ces champs s'entrelacent, s'enchevêtrent, accumulent de la tension, comme un ressort comprimé pendant des mois. Puis ils se relâchent. Le résultat est appelé éjection de masse coronale. 1 milliard de tonnes de plasma magnétisé, propulsé à 5 millions de kilomètres à l'heure. Un nuage qui contient l'énergie de millions de bombes à hydrogène. Et s'il se dirige vers la Terre, nous avons entre 15 heures et 4 jours pour nous préparer, ou ne pas se préparer. Année 1859, 1er septembre, une matinée ordinaire dans la banlieue de Londres. Un astronome amateur monte dans son observatoire privé, pointe son télescope en laiton vers le Soleil et commence à dessiner les taches sombres à sa surface. Une tâche routinière qu'il a accomplie des centaines de fois. À 11h18, la routine prit fin. 2 éclats aveuglants de lumière blanche jaillirent du groupe de taches solaires. L'observateur se précipita à la recherche d'un témoin, mais lorsqu'il revint, 60 secondes plus tard, les éclats s'éteignaient déjà. Le phénomène dura environ 5 minutes. L'astronome ne savait pas qu'il venait de devenir le premier homme de l'histoire à observer une éruption solaire. Il ne savait pas que quelque chose, dont on n'avait pas encore trouvé le nom, se dirigeait déjà vers la Terre. Au bout de 17h30, cette chose atteignit la planète. La vitesse était anormale. Habituellement, les éjections coronales mettent 3 à 4 jours pour atteindre la Terre. Mais quelques jours auparavant, une autre éjection moins puissante s'était produite, ouvrant la voie, repoussant le vent solaire et éliminant la résistance de l'environnement. Le deuxième coup est venu dans le couloir ouvert. Lorsque le nuage de plasma est entré en collision avec la magnétosphère terrestre, la plus puissante tempête géomagnétique jamais observée a commencé. Le champ magnétique de la planète a tremblé. Des aurores boréales ont éclaté là où elles n'avaient jamais été observées auparavant, au-dessus de Cuba, d'Hawaï, de la Colombie, tout près de l'équateur. Le ciel au-dessus des Rocheuses était devenu si lumineux que les mineurs se sont réveillés au milieu de la nuit et ont commencé à préparer le petit déjeuner, prenant cette lueur pour l'aube. En Nouvelle-Angleterre, les gens lisaient les journaux dans la rue, sans lampadaire, uniquement à la lumière de l'ionosphère en feu. Mais la beauté n'était qu'un symptôme. Cette même nuit, le réseau télégraphique, technologie la plus avancée de l'époque, commença à mourir. Les appareils crépitaient, les fils chauffaient, les opérateurs recevaient des décharges électriques, certaines si fortes qu'elles les projetaient loin de leur équipement. Le papier dans les stations s'enflammait sous l'effet des décharges. Et puis, quelque chose s'est produit que les ingénieurs de l'époque n'ont pas pu expliquer. Les télégraphistes ont déconnecté les batteries, source d'alimentation, mais les appareils ont continué à fonctionner. La ligne entre Boston et Portland a transmis des messages pendant 2 heures d'affilée, en utilisant uniquement le courant qui circulait dans les câbles depuis nulle part, depuis l'atmosphère, depuis la Terre elle-même. C'était la première fois que l'humanité était confrontée à des courants induits géomagnétiquement, GIC. Des courants parasites qui apparaissent lorsque le champ magnétique de la planète oscille sous l'effet du plasma solaire. Des courants qui cherchent
le chemin de moindre résistance, et le trouve dans les fils, les tuyaux, les rails, dans tout ce qui conduit l'électricité. En 1859, l'humanité disposait de 100 000 km de lignes télégraphiques. Elles sont tombées en panne, puis ont été remises en service 12 jours plus tard. Aujourd'hui, le système nerveux de la civilisation est des centaines de milliers de fois plus complexe, et elle est beaucoup plus fragile. Pour comprendre l'ampleur de la menace, il faut comprendre une chose simple. La civilisation moderne repose sur le courant alternatif. Les centrales électriques le produisent. Les transformateurs augmentent la tension pour le transporter sur des centaines de kilomètres. D'autres transformateurs la réduisent bastisse pour les villes, les usines et les maisons. Ce système fonctionne à une fréquence de 50 ou 60 Hz. Le courant change de direction des dizaines de fois par seconde, et toute l'infrastructure est conçue précisément pour cela. Les courants induits par le champ géomagnétique sont tout à fait différents. Ils sont quasi permanents, lents. Ils circulent dans une seule direction, et cette direction est fatale pour les transformateurs. Lorsque le GIC pénètre dans l'enroulement du transformateur, il se produit un phénomène que les ingénieurs appellent la saturation semi-périodique du noyau. Le circuit magnétique, qui est le cœur du transformateur, ne parvient plus à supporter la charge. Il commence à surchauffer. Les enroulements deviennent brûlants. L'isolation fond. L'huile à l'intérieur du boîtier entre en ébullition. Le transformateur n'explose pas instantanément. Il meurt lentement, ou rapidement selon l'intensité du courant. Mais lorsqu'il meurt, il n'est pas facile de le remplacer. Un transformateur haute tension n'est pas un composant que l'on peut acheter dans un magasin. Il s'agit d'un produit unique pesant entre 100 et 400 tonnes. Chacun est conçu pour une sous-station spécifique, une tension spécifique et une charge spécifique. La fabrication d'une unité prend entre 18 et 24 mois. Sa livraison nécessite des wagons spéciaux, dont il existe une dizaine aux États-Unis. 60 millions de transformateurs fonctionnent dans le réseau électrique américain. Plus de la moitié d'entre eux ont plus de 33 ans et ont déjà dépassé leur durée de vie prévue. Les pièces de rechange sont extrêmement rares. Le délai d'attente pour en obtenir de nouvelles est de 80 à 210 semaines. Cela signifie une chose simple, si une tempête géomagnétique met hors service plusieurs centaines de transformateurs clés en même temps, la perte de récupération peut prendre non pas des semaines, mais des mois, voire des années. Mais les transformateurs ne constituent que le premier niveau de vulnérabilité. Au-dessus de nos têtes, 12 000 satellites assurent la navigation, les communications, l'accès à Internet, la reconnaissance militaire, les prévisions météorologiques et les transactions financières. Ils flottent dans l'espace, protégés uniquement par leur fine coque et le champ magnétique terrestre. Pendant les tempêtes géomagnétiques, les couches supérieures de l'atmosphère se réchauffent et se dilatent. Pour les satellites en orbite basse, cela signifie une augmentation brutale de la résistance de l'environnement. Ils ralentissent, ils perdent de l'altitude, ils sortent de leur orbite. En février 2022, une entreprise qui lançait un service Internet par satellite a perdu 38 appareils sur 49. Ils ont brûlé dans l'atmosphère quelques jours après leur lancement. La cause, une tempête géomagnétique d'intensité moyenne, même pas forte. Dans le cas d'un événement de l'ampleur de celui de Carrington, le bilan se chiffrerait en centaines, voire en milliers. Mais même les satellites qui survivront pourraient s'avérer inutiles. Les panneaux solaires se dégradent sous le flux de particules chargées. Les composants électroniques tombent en panne à cause d'événements isolés. Lorsqu'une particule à haute énergie modifie un bit dans la mémoire, transformant un 0 en 1. Une seule panne de ce type suffit pour que le satellite de navigation commence à transmettre de fausses coordonnées. GPS, 4 lettres qui ont plus d'importance qu'il n'y paraît. Agriculture de précision, tracteur équipé d'un pilote automatique qui ensemence les champs avec une précision au centimètre près. Forage pétrolier, un écart d'1 mètre et le tube passe à côté du gisement. Aviation, atterrissage aux instruments dans des conditions de visibilité nulle. Navigation maritime, synchronisation des transactions bancaires, fonctionnement des réseaux cellulaires. En mai 2024, lors de la dernière violente tempête, les agriculteurs du Midwest ont été confrontés à un problème. Leurs machines guidées par GPS ont commencé à dysfonctionner. Les tracteurs déviaient des sillons, les semoirs laissaient des zones non ensemencées. Les pertes se chiffraient en jours de semis manqués, alors que dans l'agriculture, chaque jour compte. Il s'agissait d'une tempête de catégorie G5,
forte mais pas extrême. Son indice d'activité magnétique était de moins 412 nanotesla. L'événement de Carrington est estimé à moins 800, moins 1750, 2 à 4 fois plus puissant. Sous les océans se trouve une autre couche de vulnérabilité, 320 câbles qui acheminent la quasi-totalité du trafic Internet mondial. Les fibres optiques elles-mêmes ne conduisent pas le courant, elles transmettent la lumière, mais elles sont accompagnées de conducteurs en cuivre qui alimentent des répéteurs, des amplificateurs de signal situés tous les 50 à 150 km. Ces conducteurs sont vulnérables au GIC. La communauté scientifique débat du degré de risque. Certaines études affirment que les câbles résisteront, même à un événement de type Carrington, leur système de secours étant capable d'absorber des pics pouvant atteindre 6000 volts. D'autres études affirment que les répéteurs situés à des latitudes élevées pourraient être brûlés, laissant des continents entiers sans communication entre eux. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux, mais le fait même que les scientifiques ne connaissent pas la réponse exacte est déjà un diagnostic en soi. Nous avons construit une infrastructure mondiale sans en vérifier la solidité. Supposons que demain, une éruption de classe Carrington se produise sur le Soleil. Une tache massive, de la taille de Jupiter, projette dans l'espace 1 milliard de tonnes de plasma, propulsé à une vitesse de 2000 km par seconde. Le rayonnement X atteint la Terre en 8 minutes. Premier impact. Les couches supérieures de l'atmosphère sont ionisées. Les communications radio à ondes courtes sont coupées sur la face ensoleillée de la planète. Les pilotes au-dessus de l'Atlantique perdent le contact avec les contrôleurs aériens. Les vols polaires changent d'itinéraire en urgence. Les satellites en orbite géostationnaire enregistrent une forte augmentation du flux de protons. Les capteurs atteignent leur saturation. Une tempête solaire commence, mortelle pour les astronautes, dangereuse pour les équipages des vols à haute altitude, destructrice pour l'électronique. Au bout de 12 à 18 heures, le coup principal arrive, le nuage de plasma lui-même. On ne peut ni le voir ni l'entendre. Mais lorsqu'il entre en collision avec la magnétosphère terrestre, la planète tremble. Le champ magnétique qui nous protège habituellement commence à vibrer. Les lignes de force se déforment, se rompent, se reconnectent. Chaque oscillation induit un champ électrique dans la croûte terrestre, et ce champ fait circuler un courant dans tout ce qui conduit l'électricité. Sur les rails, dans les pipelines, dans les circuits de mise à la terre des sous-stations, dans les câbles sous-marins. Les premiers transformateurs commencent à surchauffer en quelques minutes. Les systèmes de protection détectent des harmoniques anormales dans le réseau, c'est-à-dire des fréquences parasites qui ne devraient pas être présentes. Les relais se déclenchent, les lignes sont coupées. En 1989, une tempête de force moyenne a détruit le réseau électrique d'une province canadienne en 90 secondes. 6 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité pendant 9 heures. La température extérieure était de moins 15 degrés. Le chauffage, les feux de signalisation, les pompes d'alimentation en eau, tout s'est arrêté. Lors de l'événement organisé par Carrington, il ne sera pas question de la province. Côté au Midwest, Scandinavie, les régions avec des roches résistives, c'est-à-dire celles qui conduisent moins mal le courant, sont les plus touchées. C'est là que GIC cherche des solutions alternatives et les trouve dans les réseaux électriques. Effet en cascade. Un transformateur tombe en panne, la charge est redistribuée aux transformateurs voisins. Ceux-ci sont surchargés, ils se déconnectent ou brûlent. La charge est à nouveau redistribuée. Réaction en chaîne. Dans le pire des cas, des coupures généralisées sur tout le continent pendant la première heure. Les lumières s'éteignent, les écrans s'éteignent, les réfrigérateurs se taisent. Les pompes à essence cessent de pomper du carburant. Les distributeurs automatiques ne délivrent plus d'argent. Les caisses enregistreuses n'enregistrent plus les achats. Mais ce n'est que le début. Sans électricité, les stations d'épuration ne fonctionnent pas. Au bout d'une journée, la pression dans les canalisations chute. Au bout de 2 jours, l'eau devient impropre à la consommation dans les villes qui n'ont pas eu le temps de passer à des sources d'approvisionnement de secours. Sans électricité, les stations-service ne fonctionnent pas. Les camions qui livrent les produits au supermarché s'arrêtent. Les rayons se vident. Sans électricité, les antennes relais ne fonctionnent pas. Leurs batteries de secours ont une autonomie de quelques heures, voire d'une journée au maximum.
Les téléphones deviennent alors de simples morceaux de plastique et de verre inutiles. Sans électricité, les hôpitaux passent aux générateurs. Les générateurs ont besoin de carburant. Le carburant doit être livré. La livraison nécessite des stations-service en état de marche. La boucle est bouclée. Et au-dessus de tout cela, une question que personne ne veut poser à voix haute, combien de temps faudra-t-il pour reconstruire? Si des dizaines de transformateurs sont endommagés, cela peut prendre des semaines, voire des mois. Si ce sont des centaines, cela peut prendre des années. Les modèles économiques évaluent tous les dommages pour les seuls États-Unis entre 600 milliards et 2500 milliards de dollars. Les pertes mondiales sur une période de 5 ans de reconstruction pourraient atteindre 9000 milliards de dollars. Mais ces chiffres sont abstraits. Derrière eux se cache quelque chose de plus concret. Des gens sans chauffage en hiver, sans climatisation en été, sans eau potable, sans contact avec leurs proches, sans soins médicaux efficaces, sans leur monde habituel. Tout cela n'est pas le scénario d'un film fantastique. C'est de la physique, c'est de l'ingénierie. C'est une vulnérabilité que nous avons créée de nos propres mains. Nous avons déjà vu des avertissements. Pas dans des simulations, mais dans la réalité. Le 13 mars 1989, une tempête géomagnétique a frappé l'Amérique du Nord. Sa puissance était 3 fois moins importante que celle de l'événement de Carrington. Mais cela a suffi. La province du Québec, qui compte 6 millions d'habitants, a été plongée dans le noir en 1 minute et demie. 90 secondes se sont écoulées entre la première panne et l'effondrement total. Les transformateurs ont surchauffé. Les relais de protection se sont déclenchés en chaîne. Le système, qui avait été construit pendant des décennies, s'est effondré plus vite qu'il n'aurait fallu à un présentateur pour lire un message d'urgence. 9 heures sans électricité, moins 15 degrés dehors, ascenseur à l'arrêt, métro immobilisé, feu de signalisation éteint, chauffage coupé. Les dommages s'élèvent à 13 millions de dollars, rien qu'en perte directe. Les dommages indirects sont bien plus importants. En Suède, la même tempête a mis hors service une partie du réseau électrique. En Afrique du Sud, elle a endommagé les transformateurs des sous-stations. Et cette tempête avait une intensité de moins 589 nanotesla. Elle était forte, mais pas extrême. Octobre 2003, tempête d'Halloween. Une série de puissantes éruptions et d'émissions s'est abattue sur la Terre pendant 2 semaines. Plus de 50% des engins spatiaux en orbite ont été touchés. Panne, perte d'orientation, dégradation des systèmes. Un satellite japonais d'une valeur de 640 millions de dollars a été complètement perdu. Les astronautes de la Station spatiale internationale se sont réfugiés dans un module protégé. Les compagnies aériennes ont détourné leur vol des routes polaires, chaque demi-tour coûtant jusqu'à 100 000 dollars. L'Europe du Nord a de nouveau connu des coupures d'électricité. La Suède, encore une fois. Et encore une fois, ces tempêtes étaient violentes, mais pas extrêmes. Et puis vint le mois de juillet 2012, un événement dont presque personne n'a entendu parler, car nous avons eu de la chance. Le 23 juillet, une éruption coronale de classe Carrington s'est produite à la surface du Soleil. 1 milliard de tonnes de plasma, une vitesse de plus de 2000 km par seconde, une puissance comparable à celle qui s'est abattue sur la Terre en 1859. Le nuage est passé exactement à travers l'orbite de notre planète, mais à ce moment-là, la Terre se trouvait à un autre point de son orbite autour du Soleil. La différence était de 9 jours. 9 jours, et nous avons échappé à une catastrophe qui aurait pu faire reculer la civilisation de plusieurs décennies. Le satellite, qui se trouvait sur la trajectoire de l'impact, a enregistré tous les paramètres. Les données ne laissent aucun doute. Si l'éjection avait eu lieu 1 semaine plus tôt, elle aurait atteint sa cible avec précision. Nous n'avons pas empêché la menace. Nous ne nous sommes simplement pas mis en travers de son chemin. Mais 2024, dernier événement majeur, la tempête qui fut plus tard baptisée tempête Gannon, en l'honneur de la chercheuse en météorologie spatiale. L'ironie, c'est que ce jour-là, la NASA organisait justement des exercices d'entraînement, une simulation de catastrophe solaire. 30 agences gouvernementales s'étaient réunies pour travailler sur un scénario « et si ». Et au milieu de la simulation, la menace hypothétique est devenue réelle. La première tempête de catégorie G5 en 21 ans. Des aurores ont été observées en Floride, à Cuba et à Porto Rico. Les communications radio à ondes courtes ont été interrompues sur toute la planète. Les systèmes GPS ont cessé de fonctionner. Les machines agricoles du Midwest ont perdu leur cap, mais les infrastructures critiques
ont échappé à des dommages importants. Les opérateurs des réseaux électriques ont été prévenus, la charge sur les lignes a été réduite à l'avance, les transformateurs ont résisté. Cela ne signifie pas que le système est invulnérable. Cela signifie qu'avec un avertissement suffisant, avec une préparation suffisante, les dommages peuvent être minimisés. La question est de savoir si nous serons prêts la prochaine fois. L'humanité est consciente de la menace. Ce n'est plus un secret, ni une théorie du complot, ni un scénario de science-fiction. Il s'agit d'un risque reconnu qui fait l'objet de discussions au niveau des gouvernements, des compagnies d'assurance et des organisations internationales. Et, lentement, à contre-cœur, mais tout de même, nous commençons à nous défendre. À 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange L1, se trouvent des satellites sentinelles. Ils observent le Soleil et avertissent de l'approche d'éruptions. Le délai d'alerte est compris entre 15 minutes et 1 heure. Ce n'est pas suffisant pour procéder à une évacuation, mais cela permet aux opérateurs des réseaux électriques de réduire la charge, de déconnecter les zones vulnérables et de mettre les systèmes en mode de protection. L'Agence spatiale européenne prépare une mission vers le point L5 qui permettra d'observer le Soleil de côté et de détecter les menaces avant qu'elles ne se tournent vers la Terre. Les ingénieurs ont mis au point des dispositifs de blocage du neutre qui coupent les courants continus G, IC, ne laissant passer que le courant alternatif pour lequel les transformateurs sont conçus. Les premiers appareils de ce type ont déjà été installés dans les sous-stations. Les régulateurs exigent des opérateurs qu'ils procèdent à une évaluation de la vulnérabilité, qu'ils disposent de plans d'action, qu'ils constituent des réserves, mais tout cela n'est que des demi-mesures. Il est impossible de protéger 60 millions de transformateurs en une seule génération. Il est impossible de remplacer 12 000 satellites par des satellites résistants aux radiations en une seule décennie. Il est impossible d'inspecter et de renforcer 300 câbles sous-marins en un seul cycle budgétaire. Nous avons construit cette infrastructure pendant 70 ans, à une époque où l'espace était encore un domaine exotique. Aujourd'hui, nous comprenons que nous vivons à l'intérieur de l'atmosphère d'une étoile, que le Soleil n'est pas un simple décor derrière notre fenêtre, mais un voisin actif, imprévisible et indifférent. Et que notre société technologique, malgré toute sa puissance, existe avec la permission de ce voisin. Revenons aux chiffres. La probabilité d'une tempête de classe Carrington au cours des 10 prochaines années est d'environ 12%. C'est comme lancer un dé et espérer qu'il ne tombe pas sur un 1. La probabilité d'une telle tempête au cours des 100 prochaines années est pratiquement inévitable. Il y a aussi les événements Miyake, des traces de tempêtes solaires extrêmement puissantes détectées dans les cernes annuelles d'arbres anciens. Ils se produisent une fois tous les quelques milliers d'années. Ils sont des dizaines de fois plus puissants que Carrington. Dans un tel cas, ce ne sont pas les transformateurs et les satellites qui sont en jeu, mais l'existence même de la civilisation électrique. Mais cela concerne des millénaires. On pourra y réfléchir plus tard. Maintenant, les 50 prochaines années, les 10 prochaines années, le prochain maximum solaire. Nous savons que la menace est réelle. Nous savons comment cela fonctionne. Nous savons comment nous en protéger, au moins en partie. La question est seulement de savoir si nous aurons la volonté d'agir avant que le ciel ne s'embrase à nouveau. Parce que le Soleil n'attend pas, il ne planifie pas, il ne prévient pas, il brûle tout simplement, comme il brûlait 4,5 milliards d'années avant nous. Et il continuera à brûler pendant 5 milliards d'années après nous. Et nous, fine pellicule de vie sur la 3e planète, apprenons à vivre dans l'ombre d'un réacteur thermonucléaire. Et parfois, ce réacteur nous rappelle qui a le maître ici.